Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on reçoit Philippe Poutou. Philippe, c'est le seul candidat à la présidentielle qui n'a pas trop envie d'y aller. C'est que lui, il est d'abord ouvrier. En fait, quand il a été candidat la première fois, il travaillait à l'usine Ford de Blanquefort en Gironde, une usine où il faisait la maintenance des machines et où, occasionnellement, il séquestrait un petit peu son patron quand celui-ci essayait de supprimer 955 postes. Il vient de s'enfuir. Philippe Poutou vient de s'enfuir, regardez. Ça va, Philippe? Je suis allé chercher mon café. Ah, ça va, ça marche. Donc, où il faisait la maintenance des machines et où, occasionnellement, il séquestrait un petit peu son patron quand celui-ci essayait de supprimer 955 postes. Interrogé sur le sujet à BFM en 2012, il avait d'ailleurs dit: séquestrer son patron, c'est un super moment. Et c'est pour ça qu'on l'aime, Philippe Poutou, parce qu'enfin, pendant une élection nationale, au milieu des énarques et des 50 nuances de bourgeois en costard-cravate, on a quelqu'un qui sait ce que ça fait de travailler, qui sait ce que ça fait de se lever pour un SMIC, quelqu'un qui vient bousculer les codes bien polissés de la télé bourgeoise. Parce que Philippe, si au début à la télé il était timide, ça lui est vite passé et il est rapidement devenu le punchliner préféré de tout le monde. C'est lui qui a rappelé en direct à Macron qu'il n'avait jamais travaillé, c'est lui qui a rappelé à Fillon et Le Pen leur casserole judiciaire, et c'est lui qui a dit à Zemmour que c'était un fasciste raciste accusé d'agression sexuelle, devant une Léa Salamé totalement sidérée et qui ne s'en est jamais vraiment remise. Mais Philippe Poutou, c'est surtout des valeurs. Le rejet du capitalisme, du validisme, du sexisme, du racisme, de l'islamophobie, de la LGBT-phobie, en fait de tous ces sujets qui concernent la vie de celles et ceux qui n'ont pas tiré le ticket gagnant de la majorité à la loterie capitaliste et qui revendiquent pourtant le droit de vivre dignement. En fait de tous ces sujets si graves dont tout le monde se fout et dont il est souvent le seul à parler. Et c'est pour ça qu'on est nombreux et nombreuses à se dire qu'un Philippe Poutou Premier ministre, ça aurait une sacrée gueule et que finalement, avec la dissolution du gouvernement Barnier, c'est même une évidence. Qui amène ma première question, Philippe: quand est-ce que Emmanuel Macron t'a appelé? Et si oui, quand est-ce que tu rentres à Matignon et quel sera ton gouvernement? Bah, la blague est marrante, mais c'est vrai qu'il y a des moments où on n'ose plus blaguer là-dessus parce qu'il y en a qui croient vraiment qu'il y aurait une possibilité que je sois Premier ministre. Donc, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Donc je confirme bien que c'est une blague, hein, c'est pour s'amuser de la situation. C'est quand même bien des fois de pouvoir prendre un peu de distance par rapport à ce qui se passe. Mais non, il m'a pas appelé, il m'a pas appelé. Mais j'ai tout le temps vérifié si j'avais du réseau sur mon téléphone pour être sûr que ça venait pas de là. Et non, malheureusement, j'ai aucun contact avec ni Macron ni qui que ce soit autour de Macron. T'as un oubli malheureux, à tout moment, à tout moment ça arrive. Ah, c'est un raté, oui, ça peut avoir des conséquences quand même assez dramatiques pour le pays. Mais bon, c'est comme ça. Plus sérieusement, je voulais d'abord revenir dans la conversation sur les législatives, que je trouve qu'on a vécu un moment hyper fort pour la gauche, hyper intéressant, et toi, tu as été candidat pour le NFP dans l'Aude, et on t'a balancé pendant les législatives, je trouve, dans un bourbier assez spectaculaire. Déjà, tu as eu à subir une candidature dissidente de la part du PS, qui t'a collé un candidat en face, mais surtout, tu t'es retrouvé face au RN, dans une région qui est quand même marquée par un attentat en 2018, où un gendarme, Arnaud Beltrame, a échangé sa place avec un otage. Un geste courageux qui lui a coûté la vie, mais aussi un geste qui a été énormément instrumentalisé par tes adversaires politiques. Des adversaires qui n'ont pas manqué de rappeler tes positions sur la police, que tu avais dénoncé les violences policières, appelé à désarmer la police dans des contextes où des policiers avaient tué des personnes, hein. Qui en soi n'avait donc pas grand-chose à voir avec l'affaire du gendarme Beltrame. Mais voilà, on a vu André Berkoff faire un AVC sur ta candidature en direct sur Sud Radio, le maire PS de Trèbes qui est venu te charger dès qu'il en a eu l'occasion dans les médias à ce sujet. Donc tu t'es retrouvé vraiment seul contre tous et au final, ben, tu as perdu, même si la gauche a gagné, toi, dans ta zone, tu as perdu, mais avec un 38% qui a quand même surpris pas mal de monde parce que justement, tu étais dans une situation très compliquée. Et du coup, je me demandais comment est-ce que tu continues à avoir la motivation à aller d'une élection à l'autre, sachant que tu as quand même rarement les cartes en ta faveur et que tu te retrouves très souvent dans ce type de situation, c'est-à-dire à être un peu seul contre tous, seul représentant de la gauche dans des endroits où vraiment c'est le merdier, quoi. C'est une très très grosse question avec plein de choses dedans, ou en tout cas plein de réponses possibles. Oui, de toute façon, cet épisode électoral de juin-juillet est très particulier et même très fort, à la fois pour nous, le NPA, mais surtout pour l'ensemble de la population, on va dire le peuple de gauche, puisque ça a été l'occasion un sursaut auquel on ne s'attendait pas. Et il y a eu de l'espoir, de l'enthousiasme, une belle campagne populaire hein, avec plein de monde, notamment des jeunes qui militaient pas et qui se sont joints à la campagne et puis qui, face au danger qui devenait immédiat de l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite,
ben voilà, les gens se sont mobilisés et puis ils ont dit non, on veut pas ça. Et puis ça a été assez concret, participation à une campagne, tract, affiche, assemblée générale. Enfin, voilà, nous, on a vécu un très grand moment, y compris dans des endroits où l'extrême droite est ultra dominatrice. Et c'était le cas donc à Carcassonne ou dans la première circonscription de l'Aude. Mais là aussi, on a vu un réflexe d'unité des militants de gauche PC, PS, Verts, LFI, des militants syndicalistes, militantes, des gens qui étaient plus ou moins éloignés de l'activité militante aussi, qui se sont retrouvés pour mener la bataille ensemble et tenter l'exploit de dégager le facho du coin. Et c'est vrai que ça a donné une super campagne. Alors, du coup, il y avait les deux aspects. L'aspect, ce que tu dis, qui était assez compliqué, c'est-à-dire les campagnes d'extrême droite contre nous. En plus, là, ils avaient le candidat gauchiste par excellence. Ils avaient l'islamo-gauchiste, ils avaient le mec censé être violent, anti-police et tout ça. Donc il y a eu tout un concentré, effectivement, une violence du coup de la campagne de l'extrême droite à ce moment-là, mais pas que, puisque ça a été relayé par les macroniens, évidemment. Ça a été aussi relayé par une partie du PS, hein, avec le courant Delga, très droitier et très pro-Macron, finalement. Et donc du coup, ça a été compliqué pour nous, mais ça a été contrebalancé par un enthousiasme populaire et on a réussi à faire une campagne. On a vu en quelques jours ce que ça pouvait avoir comme conséquence quand la gauche réapparaissait. Mais Hmm. quand je dis la gauche, c'est la gauche militante, la gauche de terrain, la gauche qui milite avec des vraies idées de gauche. Et on a vu une population au départ un peu qui nous voyait comme des extraterrestres, en fait, d'où on vient. Les murs de Carcassonne se coloraient en rouge, c'était une nouveauté. Il y avait quelque chose qui était surprenant. Et au fil du temps, on a vu que il y avait les gens réintégrés quelque part un peu cette idée des idées de la contestation, des idées du camp social, de notre camp social, avec une sorte de conscience de classe qui réapparaissait. Et alors, on n'a pas réalisé exploit en 3 semaines, c'était pas possible. Nous, on pense en tout cas que c'était pas possible. Peut-être que ça l'était, mais en tout cas, on n'a pas réussi. Mais ce qu'on a vu, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Et la Hmm. campagne aurait duré plus longtemps. Ça aurait été un peu plus serré. On ne dit pas qu'on aurait changé complètement les choses, mais voilà. En tout cas, ça donne confiance pour la suite. Et Même si, je, ouais, je notais que dans la manière dont t'en parles, déjà, tu soulignes énormément l'enthousiasme des gens, le côté local, en fait, cette union qu'on peut ressentir. Moi, je l'ai aussi beaucoup ressenti pendant cette campagne-là, voir des gens à Marseille qu'on voyait jamais aller tracter et tout, d'un coup se motiver et venir à des réunions, des trucs enfin, où d'habitude on est 8 et là, d'un coup, il y avait du monde de partout, il y avait trop de monde pour les collages, enfin, c'était incroyable. Et aussi, je note que tu soulignes que c'est une union aussi de gens qui venaient des Verts, ouais, de plein de mouvements différents. Et on a la sensation que dans ta vision de la gauche, il y a un truc où c'est pas moi, mon parti, mais c'est non, on doit se rassembler avec les forces de gauche qui ont envie de marcher ensemble et essayer de faire bouger les choses. ouais, c'est les forces de gauche très larges, mais d'en bas. Parce qu'on a bien vu pendant la campagne, mais surtout aujourd'hui, en fait, mais on le voyait aussi, y compris pendant la campagne, qu'il y avait une sorte de responsabilité très forte de la part de la base. Hein. On peut dire à la fois des militants, des militantes, mais aussi des sympathisants, sympathisantes, des jeunes et des moins jeunes qui ont adhéré à cette campagne-là, qui étaient vraiment dans l'unité. Le défi, il était clair, c'était empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir, et même en même temps, c'était aussi de combattre les macroniens, enfin, parce qu'il n'y avait pas que il y avait la lutte contre l'extrême droite, mais la lutte aussi contre Macron et son idéologie, qui d'ailleurs est très très proche de l'idéologie d'extrême droite finalement. Donc il y a eu une sorte de responsabilité collective de la part de la base. Qui arrivait à contrebalancer, au moins pendant la campagne, les conneries des dirigeants de gauche, parce qu'ils n'arrêtent pas d'être cons non plus. Dès qu'il y a une occasion de se disputer, donc c'était le cas pendant la campagne. Et là, on le voit, il y a un côté qui est même très, très inquiétant, mais qui n'est pas non plus une grosse surprise. C'est la dislocation du NFP dès qu'il y a des possibilités d'aller au pouvoir, d'avoir des postes, et puis ce sorte de respect de l'institution, cette sorte de réflexe de sauvegarder l'institution. Attention, il y a deux solutions en fait. Hein. C'est soit on se réfugie dans les institutions et on trouve des solutions effectivement d'un gouvernement soi-disant d'intérêt général, hein, d'unité, d'une union nationale, soit on discute réellement de comment on change les choses, en discutant rapport de force, en discutant mobilisation sociale, en discutant colère dans la rue. Il y a pas trois options en fait. Et on voit Hmm. cette partie de la gauche qui se réfugie dans les institutions et cette autre partie de la gauche, malheureusement, aujourd'hui, qui n'est pas la plus forte, en tout cas pas la mieux placée, qui essaie de discuter de comment on réorganise le combat de classe, comment on réorganise le combat dans la rue. Et on est dans cette discussion-là. Mais ce qu'il y a en attendant, ça fragilise beaucoup ce qui s'est passé en juin, juillet.
ça met des doutes dans beaucoup de têtes de jeunes ou de moins jeunes, de militants, de militantes. Et c'est vrai que c'est pas évident aujourd'hui de sauver tout ça, d'essayer de faire en sorte que ça n'éclate pas. C'est assez compliqué. Donc, c'est le gros défi du moment, quoi. C'est comment on préserve des équipes militantes, comment on préserve ce qui est né pendant la campagne et ce qu'on veut surtout pas qu'ils disparaissent, quoi. Donc, c'est un gros doute qu'on a, mais en même temps, voilà, une énergie qu'on va essayer de dépenser dans cette idée-là. Et donc, ça revient à ce que tu dis, c'est cette question d'unité, y compris avec des militants ou des militantes qui ne sont pas forcément très radicaux, pas forcément anticapitalistes ou révolutionnaires, ou pas forcément lutte de classe, mais c'est arrivé à partir de la situation actuelle, comment on remet en place cette sorte de fierté de gauche, cette sorte de confiance en nous-mêmes. Et plus on aura confiance en nous-mêmes, plus on aura de toute façon des perspectives radicales. C'est aussi ça qui se joue dans la période actuelle. Mais l'essentiel, la priorité, c'est de rester unis. En tout cas, les bases militantes, il faut qu'on reste unis, qu'on arrive à garder le contact, à coordonner, à travailler ensemble. Notre force, elle est là, sinon on n'y arrivera pas. Et justement, comment est-ce qu'on peut faire ça concrètement? Parce que j'ai l'impression que justement, on a un tel niveau de division. On sait que pour qu'un projet de gauche aboutisse face au RN dans les années à venir, on va clairement être obligé de construire une alliance avec des sensibilités très différentes. C'est exactement ce qui s'est passé avec le NFP pendant les législatives. Et ça a abouti à une victoire, chose rare et qui nous a toutes et tous vraiment marqués parce qu'on a quand même plus tant l'habitude de gagner, donc ça fait du bien. Mais ça veut aussi dire marcher avec des gens pas toujours très fiables. Je vois plein de gens dans le chat qui parlent du PS parce qu'on le ressent toutes et tous. Et on le voit aujourd'hui, quoi. Il a suffi que Macron agite des promesses creuses comme on agite des clés devant un chien pour que toute une partie des alliés d'hier se précipitent en tirant la langue à l'Élysée pour espérer avoir leur petit ministère. Donc, comment est-ce qu'on fait? Toi, dans l'Aude, par exemple, où tu as été candidat, le premier secrétaire du Parti socialiste local, donc qui s'appelle Alix Soler Alcaraz, appelle aujourd'hui à rechercher des compromis avec la Macronie en reniant le programme du NFP, ce qui est terrible. Donc on voit qu'il y a une dynamique de compromission qu'on retrouve clairement à l'échelle nationale, qui va du PS, mais qui passe aussi par certaines personnalités des Verts, en passant par certains communistes et autres, hein. Et du coup, comment est-ce que enfin, comment toi, tu réponds aux électeurs qui se disent, en fait, demain, même si la gauche gagne, elle va nous trahir, elle va se diviser, on va finir avec des néolibéraux vaguement sociaux-démocrates qui viendront gratter des ministères et qui vont finalement balancer nos espoirs à la poubelle pour leur carrière, quoi. Comment est-ce qu'on peut rassurer les gens et leur dire non, la gauche, c'est pas foutu? Ben ouais, mais c'est ça qu'on ne sait pas. C'est ça qu'on ne sait pas. On doute nous aussi comment faire, comment s'y prendre. On est plutôt comme plein de gens pessimistes en fait, hein. C'est cette idée qu'à la fin on perdra et qu'au bout du compte la gauche elle éclatera. Enfin, c'est facile de faire des pronostics très fatalistes, très résignés. Et en tout cas c'est à la fois facile et c'est en même temps ce qui apparaît le plus probable. Bon, maintenant comment une fois qu'on a dit ça, on résiste quand même et on essaie de faire passer autre chose et de vivre autre chose. Donc on en est là, mais par quel chemin, comment s'y prendre? C'est pas simple. On voit que c'est hyper fragile et parce que tout ça c'est hyper fragile, on a intérêt à faire très attention aux relations qu'on peut avoir avec les uns et les autres, entre les militants de partis différents. Et voilà. Donc, par exemple, je pense qu'aujourd'hui, ça ne sert à rien de dire que le PS ou le PC trahissent. Ça ne sert à rien, ou que les Verts, même si les Verts auraient une position un peu plus mitigée que le PS et le PC, ça ne sert à rien parce que de toute façon, ils ont déjà trahi. Voilà. Donc, en fait, on ne va pas le dire 10 fois. Ça fait plus d'un siècle que la social-démocratie, que le PC stalinien a trahi les espoirs à gauche. Ils sont passés au gouvernement plusieurs fois. À chaque fois, ça a été catastrophique. Donc, ça ne sert à rien de le redire. Voilà. Donc, du coup, ça, c'est plié. Maintenant, une fois qu'on sait que ces dirigeants-là ou que ces partis-là sont pas fiables, ben maintenant, comment on s'appuie sur des forces militantes, sur des gens qui ont des idées sincèrement à gauche, qui pensent que bon, peut-être qu'il faudrait avoir des stratégies plus unitaires ou plus vasouillardes, mais n'empêche que voilà, c'est pas pour ça qu'il faut rompre. On le voit bien aujourd'hui, c'est pas la même discussion qu'il peut y avoir parmi les directions des partis politiques et parmi les bases dans les collectifs de NFP. Et nous, on tient vraiment à faire que ce ciment-là, il tienne, enfin, qui se démantèle pas. Et sur cette base-là, en fait, on va discuter de l'unité nécessaire, mais toujours en lien avec quel programme, pour quelle perspective politique. Et c'est ça qui peut changer la donne, c'est de donner un contenu à l'unité, parce que sinon l'unité, là par exemple, l'unité, elle prend des fois la gueule du Front républicain, c'est horrible.
le Front républicain, on n'est pas du tout Mm. là-dedans. Ça mène à rien. On le voit, c'est récupéré par Macron qui aujourd'hui essaie de sauver sa boutique en lançant l'idée d'un gouvernement d'union nationale ou d'intérêt général. Non, le Front républicain, on n'en veut pas. Par contre, on veut d'une unité, mais d'une unité qui a un contenu beaucoup plus progressiste, beaucoup plus de classe, hein, une unité qui est beaucoup plus militante aussi et très liée aux résistances quotidiennes, sociales, environnementales. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire, à discuter. Et je pense que sur cette base-là, on peut arriver à trouver un minimum un socle militant qui de fait sera utile parce que quand on voit l'ambiance réactionnaire, conservatrice, ne serait-ce qu'un des bases militantes qui tiennent la route sur des idées de gauche, déjà ça sera énorme. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire vivre, à développer, à renforcer. Et on pense, nous, que ce socle-là, s'il se durcit, s'il prend vraiment confiance en lui-même, on peut imaginer qu'on va sur une radicalisation aussi, puis oser affirmer des tas d'idées mais qui sont déjà plus ou moins affirmées dans le programme du NFP. Oui, puis peut-être que ce qui est intéressant dans ce que tu dis aussi, c'est que ça rappelle aux gens que on n'est pas sans pouvoir. C'est-à-dire que les voix et la force qu'on donne à des partis politiques dans des périodes électorales, s'ils trahissent nos attentes, c'est aussi à nous d'aller leur taper sur les doigts. Je pense aux Verts, voilà, par exemple, si vous avez, je sais qu'il y a des gens qui tiennent pas mal les Verts dans le chat. Je veux dire, si vous ne reconnaissez pas dans certaines des actions récentes politiquement faites par des représentants du parti, à vous aussi de faire entendre vos voix et de faire comprendre votre mécontentement que voilà, les têtes de parti se sentent pas toujours complètement libres de faire ce qu'ils ou elles ont envie. Mais une question que je me pose en t'écoutant, c'est au final, concrètement, avec qui toi, tu te sens aujourd'hui des affinités? Je sais bien que ça change politiquement, qu'il peut y avoir voilà, des retournements de veste à tout moment, etc. Mais est-ce que là, au jour d'aujourd'hui, tu vois, quand tu parles de cette unité de gauche, pour toi, elle va vers qui? Hors NPA, justement, quel peut-être parti? Il y a des gens qui parlent de LFI dans le chat, etc. Est-ce qu'il y a des gens avec qui tu te dis, voilà, aujourd'hui, c'est des partenaires avec qui moi je me verrais avancer? Peut-être que demain, s'ils retournent leur veste, ce sera plus le cas, mais aujourd'hui, en tout cas, c'est des gens avec qui ça va dans la bonne direction. Et, de toute façon, il y a toujours deux niveaux de discussion. C'est sûr que nous, l'NPA, on a une proximité politique beaucoup plus accentuée avec la LFI, de part ne serait-ce que la position actuelle, hein, le refus d'une manœuvre avec Macron, qui est clair du côté de la LFI et beaucoup moins clair du côté du PSPC ou des Verts. Donc nous, on est beaucoup plus proche, évidemment, de ce que défend aujourd'hui la LFI. Mais ceci dit, après, du point de vue des bases militantes ou du point de vue des rapports militants au quotidien, ça dépend des endroits. En règle générale, effectivement, on a beaucoup de liens avec les militants et les militantes de la France Insoumise, mais ceci dit, nous, à Carcassonne, on a eu une expérience où avec des camarades du PC, des camarades même du PS ou des camarades écologistes, on arrive à faire des choses ensemble, à être content à se retrouver. Il y a des liens humains très forts avec des milieux militants de gauche qui étaient plus ou moins éloignés, plus ou moins désespérés. Enfin, donc c'est pas, je crois qu'on n'a pas de frontières à mettre, enfin ou de cases à mettre. On verra. Et je crois qu'il faut être très ouvert là-dessus. Et c'est faire confiance aussi à une sorte de dynamique. Mais par contre, c'est vrai qu'après, il faut qu'on arrive à discuter des lignes politiques, ce qui peut nous apparaître comme des limites à pas dépasser. Aujourd'hui, on peut avoir une grosse critique de ce que fait le PC ou de ce que fait le PS, y compris ce que font les écolos. Mais c'est pas pour ça, comme je disais tout à l'heure, qu'il faut s'indigner, gueuler ou dire ça y est, c'est mort de ce côté-là. Voilà, parce que c'est vrai, ce que tu disais, c'est qu'en fait, les militants, les dirigeants de parti, bon, évidemment, ils ont des aspirations carriéristes, ils aiment bien les postes, mais c'est pas que ça le problème, et c'est peut-être même pas ça le premier problème. Le premier problème, c'est qu'ils ont la trouille de l'inconnu d'une certaine manière. Donc, les institutions, même pourries, elles sont toujours un peu rassurantes pour ces gens-là, parce que voilà, c'est une sorte de stabilité du monde. Écoutez, on va, et puis il faut être raisonnable quand même, hein. Il faut pas foutre le bordel, hein. Il faut pas faire comme la FI peut faire ou comme Mélenchon peut vouloir le dire. Non, non, on va rester très propre, hein, l'idée, machin. Donc, ça, c'est des pressions énormes. Et s'il n'y a pas de contre-pression populaire qui disent, ben si, le bordel, on en veut, en fait, du bordel, parce qu'en fait, nous, l'ordre, on n'en veut plus, quoi. Plus c'est de l'ordre, plus c'est dur pour nous. Donc, il nous faut du bordel, il nous faut de la remise en cause des institutions, de la société, et plus ça bouillonnera, plus ça descendra dans la rue, plus ça fera grève, plus ça contestera les projets à 69 ou les méga-bassines, mieux ce sera, parce que notre intérêt, il est là. Donc, c'est un rapport de force, mais c'est aussi un rapport de confiance. Et peut-être que des bases militantes, plus elles s'organiseront, plus elles déstabiliseront leur propre direction, et plus elles obligeront à des politiques raisonnables. Et pour nous, raisonnable, c'est vraiment la bagarre sociale, quoi.
Et quand tu dis des limites à pas dépasser avec des partenaires, tu penses à quoi? C'est quoi le point pour toi où tu dis là, pour une gauche, il y a un cap de franchi. C'est quoi pour toi les lignes? Peut-être pas toutes, mais certaines qui te viennent en tête là où tu dis là, pour moi, là, on n'est plus sur un camarade, on est sur finalement un opposant politique. Ben, c'est toujours, même ça, c'est difficile à dire parce qu'on verra bien comment ça évolue. Mais là, bon, ce qui est sûr, c'est que nous, il y a une ligne qu'on ne peut pas accepter, c'est celle d'aller discuter avec Macron d'un éventuel gouvernement ouvert. En plus, la base de l'ouverture, c'est sans les extrêmes. Alors, sans l'extrême droite, on est d'accord, mais sans les extrêmes, ça veut dire quoi? Qu'on met sur le même terrain la FI et le Rassemblement national. C'est complètement dingue de dire ça. Et en plus, qu'on pourrait quand même penser que sans les extrêmes, il faudrait virer Macron et les macronistes parce qu'il y a une forme d'extrême violence, en tout cas ultralibérale. Donc en fait, tout ça, c'est le problème. Quoi. Quand la gauche marche là-dedans, c'est hyper confus. Et voilà. Et donc du coup, effectivement, on sait que derrière, il y a des lignes qui sont dépassées et qui sont pas bonnes à dépasser. Maintenant, est-ce que c'est pour ça qu'il faut rompre avec les bases militantes écolos qui vont dire, mais si, quand même, Marine Le Tondelier, elle a raison, il vaut mieux faire comme ça. Parce qu'en fait, c'est présenté comme des stratégies. En fait. C'est aussi présenté comme une recherche du chemin qui serait le meilleur pour s'en sortir. Aujourd'hui, Lucie Castet, ça ne marche pas. Macron ne veut pas de Premier ministre issu du NFP. Il ne veut pas de la LFI. Donc, comment on fait? Donc, c'est présenté comme ça. C'est-à-dire, démerdons-nous, trouvons une solution. Donc, c'est pas si simple que ça. Et des militants ou des militantes adhèrent à ça. Disent, oui, effectivement, il faut y réfléchir. Et voient la LFI, qui, c'est vrai, n'est pas toujours très futée dans la forme, voit le côté un peu bourrin, le côté un peu gauchiste ou le côté irréfléchi de cette action militante. Et donc, c'est pas si simple que ça. Il faut qu'on arrive à discuter et comprendre qu'au bout du compte, ben, oui, la seule force qu'on a, elle ne sera pas dans les institutions, elle ne sera pas dans une manœuvre quelconque, elle sera réellement dans la mobilisation populaire. Donc là, on pense évidemment aux manifs, malheureusement pas assez puissantes ces derniers temps, la manif du 12 contre les licenciements. Toutes ces actions-là, on espère que ça va reconstruire des forces et puis redonner crédibilité à une perspective politique qui est de ce côté-là. Mais on a aujourd'hui un mouvement féministe qui est suffisamment fort pour pouvoir aussi redonner confiance. On a un mouvement avec les soulèvements de la terre, avec Sensation Rébellion, enfin des mouvements environnementaux qui sont aussi très, très rassurants pour la suite. Il y a quelque chose qui se reconstruit, enfin en tout cas on espère. C'est de tout ça qu'il peut y avoir une recherche un peu à dire, ah ben tiens, oui, de ce côté-là, ça peut-être que ça marchera mieux et il faut qu'on arrive à convaincre le plus largement possible les forces militantes ou les gens autour, et puis même, pourquoi pas, bousculer les appareils politiques et leur dire, arrêtez de déconner. Hmm. En fait, ce que propose le PS, le PC ou les Verts aujourd'hui, c'est les mêmes conneries qu'on a déjà connues à l'époque de Jospin, même à l'époque de Hollande contre Sarkozy, l'époque de Jospin contre Chirac et l'époque de Mitterrand. Et puis on pourrait remonter sans doute beaucoup plus en arrière. À chaque fois, on nous propose les mêmes solutions qui finissent mal. Donc, il y a un moment donné, il va bien falloir tirer les leçons de ces politiques-là et puis se dire, ben oui, qu'est-ce qui nous reste? Alors, c'est vrai qu'après, mai 68 ou juin 36, malheureusement, ça a été très fort sur le moment et puis après, ça marche pas. Donc, du coup, on n'a pas non plus de quoi convaincre sur l'issue des luttes, puisque malheureusement, ou même à l'échelle internationale, le printemps arabe, les révolutions arabes en Tunisie, en Égypte, ont débouché sur des dictatures. Donc, on peut toujours nous dire que finalement, la lutte elle-même n'est pas une recette miracle, puisque regardez ce qui se passe. Donc, oui, on est toujours un peu emmerdé avec aussi ces exemples-là, mais nous, on est convaincus que la seule issue, c'est la révolte populaire, c'est l'auto-organisation des classes populaires et qui se confrontent aux institutions, au système, et qui se confrontent à la domination des ultra-riches. Il faut balayer tout ça. Donc maintenant, voilà, la discussion, c'est par où on passe pour y arriver, quoi. Pourquoi aller aux élections, justement, à chaque fois? Pourquoi y retourner? Sachant en plus que t'en as fait un bouquin, mais c'est vrai qu'il y a une réalité, c'est que toi, tu vis des campagnes qui sont infernales en termes de dénigrement de la part des médias, de la part de l'opposition politique. J'ai trouvé une stat, c'est Statisa qui comptabilise 4 heures de temps de parole pour toi sur toute la campagne en 2022. En face, 151 heures pour Pécresse, 128 pour Macron, 125 pour Le Pen, 102 pour Zemmour, 87 pour Mélenchon. Donc un écart phénoménal de temps de parole. Des campagnes où à chaque fois les thèmes mis en avant, bah, c'est la merde réac de la droite et de l'extrême droite, sécurité, immigration, etc. Quand bien même on nous apprend par les études que les vraies préoccupations des Français, c'est plutôt pouvoir d'achat, santé, rien à voir avec ça. Donc, en fait, à chaque fois, tu vas dans des campagnes où le jeu est manifestement truqué, et je t'entends dire, en fait, d'une certaine manière, que pour toi, à un moment,
tu penses que c'est foutu, quoi, et que ça viendra pas de là, hein, ça viendra de l'énervement, ça viendra de la colère. On voit l'ouvrier qui séquestrait son patron à l'usine, on retrouve la marque. Et franchement, moi, je trouve ça stylé. Mais justement, pourquoi du coup continuer ce jeu électoral et pourquoi pas dire non, en fait, merde, maintenant, moi, ma ligne, c'est je m'énerve et j'arrête de jouer ce jeu-là. Bah, peut-être qu'on appelle, qu'on aime bien souffrir ou qu'on aime bien se faire du mal. Ça, c'est une possibilité. Bah, je pense pas, mais bon, voilà, on tient effectivement une ligne qui est pas facile à tenir. C'est le côté loser, en fait. Voilà, quoi qu'on fasse, on perd. Même au moment du NFP, le seul candidat du NPA, il perd à Carcassonne. Donc voilà, on dit, bah, tiens, les gauchos, de toute façon, c'est leur nature, c'est de perdre. Et c'est vrai que des fois, c'est un peu lourd parce que, en fait, quelque part, ça discrédite un peu ce qu'on représente, quoi. C'est-à-dire, alors on est sympa, on est honnête, on est sincère, on est radical ou radicaux, je sais plus comment on accorde. Mais à part ça, voilà, on a aucune crédibilité politique puisque de toute façon, on est censé ne jamais gagner. Donc, du coup, c'est un peu un problème qu'il y a suite à toute notre campagne, à toutes les campagnes électorales qu'on a pu mener. Mais quelque part aussi, il y a une sorte, moi je le vois dans la rue, hein, mais d'autres camarades qui sont un peu connus, qui ont fait des élections du NPA ou d'autres forces de la gauche anticapitaliste peuvent aussi peut-être le voir, c'est qu'en fait, il y a une grande popularité sur ce qu'on est, sur ce qu'on représente, et une sorte de confiance qui est réelle. Et maintenant, comment on s'appuie là-dessus, en fait? Et quelque part, on fait passer des idées, on fait passer des choses, pas que des idées, on fait passer aussi une sorte de fierté d'appartenir à une classe sociale, on fait passer des choses, des comportements, là tu parlais du débat qu'il y avait eu en 2017, qui avait quand même, même encore aujourd'hui, il y a des capsules qui circulent hein, et en fait, c'est pas juste c'est pas juste une punchline, une phrase, machin. C'est pas ça, c'est ce qu'il y a derrière cette phrase-là, ou ce que ça peut signifier comme fierté de classe, comme opposition entre ce camp des dominants, des privilégiés, de ceux qui méprisent, de ceux qui broient les gens, et puis de l'autre côté, bah, toutes celles et ceux qui sont victimes d'un système. Et il y a une sorte de lucidité sur ces rapports-là, et nos passages dans les médias, même s'ils sont durs, hein, parce que c'est vraiment pas marrant du tout, hein, sur un plateau, c'est pas qu'on se fait chier, c'est que c'est dur. C'est dur physiquement parce qu'on est Hmm. dans un rapport, on est tenu même si en face on a même des jeunes journalistes qui n'ont pas d'expérience, on est dans un rapport qui est établi, qui est très dur. Donc en fait, il y a un côté difficile, mais d'un autre côté aussi, c'est des révélateurs. Et ces révélateurs-là de mépris de classe ou de rapport de classe, ça permet de faire passer des choses. Même si des fois j'ai besoin de rien dire, et souvent même on a besoin de rien dire, juste ce qui se passe, juste ce qui se passe, leur réflexion à eux ou à elles. Et nous, là, ce rapport-là, ça permet de montrer des choses, de révéler des choses, et ça fait discuter. Et nous, on pense qu'au-delà de ce qu'on défend comme idée, ça fait passer des choses qui sont très intéressantes et qui permettent de construire, mine de rien. Et dès qu'il y a un peu de confiance, de toute façon, ou un peu de réflexe, ah ouais, de fierté qui arrive, ça permet derrière de remettre en place certaines choses. Et donc, voilà, nous, on pense que ça a cette utilité-là. Bon, après, on verra bien par la suite, quoi. Mais en tout cas, on a cette conviction que c'est pas inutile. Et même si à chaque fois qu'il y a une élection, évidemment, la chose se discute quand même, parce que on n'est pas non plus à chaque fois très motivé à participer à une élection, tant on est convaincu que de toute façon, c'est ce que je disais d'ailleurs, ce que tu retiens d'une interview de 2012. Sur un plateau télé, on est tout seul. Dans les campagnes présidentielles, c'est hyper personnalisé. Il y a un côté, on est un peu seul, même si c'est pas vrai, puisqu'on a des camarades, on a une équipe, et puis on a des amis un peu partout. Mais ceci dit, il y a ce côté personnalisé et seul qui est à l'opposé de ce qu'on peut vivre dans n'importe quel mouvement social. Hmm. Quand on est dans une grève, quand on séquestre des patrons, on est avec des potes. Et quand on manifeste, quand on essaie d'empêcher la 69 ou les méga-bassines, ou enfin toutes les luttes de soutien aux migrants, tout ça, c'est vraiment de la fraternité, de la solidarité. Donc tout ça, voilà. Donc c'est cette opposition-là qu'on essaie de mettre en évidence. Et le plaisir, il est évidemment là où on est ensemble à résister. Oui, puis je pense qu'il ne faut pas minimiser l'importance de ce que vous faites en se référant à des chiffres électoraux, puisque au final, vous êtes un parti aussi enfin, qui appelle régulièrement et généralement à voter pour d'autres partis politiques sur des stratégies d'ensemble ben, pour faire justement face à l'extrême droite, ce genre de choses.
Donc souvent, vos scores ne représentent pas forcément aussi les assises que vous pouvez avoir, je pense, dans populaire, en tout cas les assises populaires que vous avez. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'hyper important à souligner, c'est ce que tu disais, c'est ce côté bataille culturelle, au fond, où vraiment il y a ce truc où on voit aujourd'hui en France qu'il y a une normalisation, une banalisation d'un discours d'extrême droite archi-violent partout, qui est tellement banalisé que plus personne ne le remet en question. Et généralement, quand on voit des représentants du NPA sur un plateau télé, c'est pour moi ceux qui disent des fois les évidences, mais qu'on n'entend jamais en plateau, quoi. Et quand tu dis de Zemmour que c'est un fasciste raciste, moi je ne comprends pas comment ce type peut traverser une campagne présidentielle entière sans que personne d'autre le dise, sans que personne rappelle qu'il est accusé d'agression sexuelle, tout ça. Enfin, je pense que c'est quand même une voix essentielle, hyper importante. Et il y a tu sais, ce concept de fenêtre d'Overton, quoi, qui est la fenêtre dans laquelle il y a ce qui est entendable dans le monde médiatique. Et on dit elle est toujours tirée vers l'extrême droite. Et moi, je trouve que l'existence d'un NPA dans une campagne, c'est aussi tirer la fenêtre d'Overton vers la gauche et permettre l'existence de d'autres paroles. Alors oui, ça fait peur, ça fait un peu trembler les bourgeois, machin, etc. Mais ça normalise aussi plein d'idées qui fait que petit à petit, elle s'implante. Je crois que vous étiez les premiers à parler de violences policières dans les médias de mémoire. Enfin, vous étiez parmi les rares à en parler. Et au moment des Gilets jaunes, c'est devenu un thème qui s'est installé, quoi. Donc je ne sais pas si c'est quelque chose dont vous avez conscience. Bah, on peut toujours se rassurer, effectivement, avec ces choses-là. C'est-à-dire qu'en fait, on est hyper utile et tout ce qu'on fait, c'est nickel. Bon, je pense qu'on a une utilité, mais après, voilà, on est obligé de relativiser. Mais c'est vrai que, par exemple, les violences policières, en 2017, la campagne avait été dure à cause de ça. On était les seuls à dénoncer très clairement les violences policières, à défendre même le désarmement de la police. Dans un cadre qui était très compliqué puisqu'il y avait des attentats terroristes, il y avait donc du coup tout était mélangé et on Mm. n'arrivait pas à argumenter. Enfin, c'était très compliqué les interviews médias à ce moment-là. Donc, on se rappelle de ça, mais après, effectivement, un an après, il y a eu les Gilets jaunes, et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, la discussion sur les violences policières, elle prend un autre contenu, et même si c'est toujours combattu, et même si ça étouffe toujours Darmanin ou ça perturbe Macron de parler des violences comme ça, mais ceci dit, voilà, c'est une réalité. Bon, alors on peut aussi être fier de ça, mais bon, c'est toujours à prendre avec des pincettes. En tout cas, on essaie d'être utile à quelque chose, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que en fait, l'ambiance, elle est de plus en plus dure parce que les fachos, les réacs, les conservateurs, ils sont d'une violence dingue, mais ils sont même outranciers. Et il y a une sorte d'outrance permanente dans la parole, dans les actes, qui sert certainement, parce que pour beaucoup, c'est des bêtises incroyables, mais c'est dans le paysage politique, c'est dans les médias. Quand bon, on regarde, nous, on regarde pas ces news, mais on voit des extraits qui circulent et tout ça. Heureusement, il y a des gens quand même qui vont surveiller quand même ce qui se Mm. passe. On voit l'outrance, on voit la bêtise de ces gens-là, mais la crasse intellectuelle de ces gens-là. Et des fois, on se dit, mais ils y croient pas, mais peu importe. En tout cas, ils mettent ça dans le paysage. Et il y a un côté étouffant, il y a un côté propagande, machine propagande énorme et qui sert certainement à nous étouffer, enfin à nous empêcher de réfléchir, à nous rabaisser. Et il faut qu'il faut faire face à ça. Et ça, c'est pas simple. Et c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, dans la population, qui pense pas du tout comme ça, mais qui subit, qui se tait parce que c'est pas simple, parce qu'il faut une énergie pour combattre ça. Il faudrait des forces, une disponibilité que plein de gens n'ont pas, parce que ça vit dans des conditions difficiles, parce que c'est isolé, parce que Mm. c'est fragmenté, et ouais, on voit bien. Donc c'est pour ça que nous là-dedans, on peut avoir cette utilité-là, c'est d'ouvrir des petites brèches en disant, mais si, on peut le dire. Si, on peut dire que la police est raciste, on peut dire que la police est violente, on peut dire qu'elle a ras-le-bol de ce système-là. On peut dire qu'il faut exproprier, qu'il faut socialiser, que le partage des richesses, c'est pas juste prendre un petit peu aux riches. On peut dire que oui, il faut ouvrir les frontières, il faut la liberté de circulation et d'installation. On peut le dire, on peut en être fier, mais pas juste parce que ça fait malin, mais parce que c'est la seule issue raisonnable pour la société. Et dire ça, le faire passer, ça peut. En tout cas, on pense que ça a l'utilité d'être repris à un moment donné, et au moins c'est là. Et Mm. plus on est combattu sur ces idées-là, en fait, c'est pas un problème. Parce qu'au moins l'idée, elle existe, elle est combattue. Ben oui, ben si elle est combattue, essayons de comprendre pourquoi elle est combattue, pourquoi on se fait insulter, pourquoi sur les réseaux sociaux on se fait traiter de grosse merde dès qu'on est en solidarité avec les réfugiés, pourquoi
on est traité de violent ou de tueur de flic quand on essaie de discuter du respect des jeunes dans les quartiers populaires. Bon, ben voilà, il faut qu'on arrive à. Et je pense qu'on a cette utilité-là. Et heureusement qu'il y a pas mal de collectifs militants dans les quartiers ou ailleurs qui sont aussi sur ces. Nous, on est en fait quelque part, on porte une parole, on essaie de rendre visibles des idées qui sont de toute façon des idées qui font partie des combats de plein de gens dans la société au quotidien. Et justement, enfin, tout à l'heure, on parle pas mal de vos engagements et du fait que vos engagements, ils sont souvent très choquants pour une certaine bourgeoisie médiatique et du coup, ils vont aussi parfois contre des croyances ou des représentations installées un petit peu. Et moi, je pense que c'est hyper important. Mais j'ai l'impression il y a aussi en face, du coup, on l'a vu quand je parlais tout à l'heure de ta campagne des législatives, des levées de boucliers réactionnaires hyper brutales. Et je me demandais si ça, c'est quelque chose qui, du coup, se répercutait au quotidien, si justement tu reçois des menaces de la part de l'extrême droite, c'est quelque chose qui t'inquiète. Est-ce que il y a un ressenti de violence et est-ce que ça a empiré ces dernières années? Parce que j'ai parlé avec pas mal de journalistes et de personnes engagées, par exemple, contre l'extrême droite ces derniers temps, et beaucoup constatent une espèce d'augmentation de la brutalité qui a toujours été forte mais avec une espèce, justement, avec cette banalisation de ce discours d'extrême droite de partout, et ça devient de plus en plus ordinaire de venir, comme tu dis, t'insulter sur les réseaux, des trucs, et dire des choses absolument atroces. Ah, mais c'est toujours difficile de comparer, hein. Est-ce qu'il y a plus de violence aujourd'hui ou pas? Est-ce que la société est plus brutale ou pas? On voit qu'il y a des hauts et des bas et que c'est pas si simple que ça. Nous, on raisonne souvent sur une période très courte et quand on élargit un peu le champ d'études, on s'aperçoit que finalement, la violence a toujours été là, la répression, même sur la question de la police. Là, j'ai lu un livre de Paul Rocher sur ce que fait la police, par exemple, où il y a toute une partie historique. Et on voit qu'en fait, les violences policières, ça a toujours été ça. Enfin, c'est pas plus violent aujourd'hui qu'à d'autres époques, en lien évidemment avec les périodes coloniales. Mais donc, c'est toujours difficile de savoir est-ce que ça s'aggrave, est-ce qu'on a quand même l'impression que ça s'aggrave et qu'en tout cas, la crise du monde capitaliste s'aggrave énormément et que ça, il y a une brutalité, mais qui touche toute la société. Donc, ça se voit à travers la répression, mais ça se voit sur chômage, précarité, pauvreté. Ça se voit même le patriarcat, enfin les violences faites aux femmes. On a l'impression des fois que ça s'améliore, mais la réalité non, puisqu'en fait il y a les tenants de la domination masculine qui se Mm. réveillent et qui donc du coup voilà, on en est où en fait? On en est où? Mais ce qu'on peut penser quand même, c'est que le monde capitaliste est particulièrement déstabilisé et qu'on sait que les dirigeants ou les défenseurs de ce système-là, ils sont prêts à aller très 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 loin pour le sauver leur système. Et si sauver leur système, c'est écraser toute forme de résistance, ils le feront. Donc on est en véritable danger en fait. On est en danger comme on pouvait l'être dans les années 30 si on peut comparer une autre période au siècle dernier avec la montée du fascisme et du nazisme. Donc on est voilà, on est là-dedans. Maintenant, après, comment ça se traduit aujourd'hui, cette violence dans les rapports? On le voit dans la violence politique, hein, les débats, tout et n'importe quoi se dit. On a des chaînes qui Mm. sont quasiment ouvertement d'extrême droite aujourd'hui. On a des candidatures comme Zemmour, ce que tu disais, qui parlent, mais d'une manière complètement décomplexée. Bon, avant, on avait eu d'autres, hein, mais bon, c'est vrai que ça se lâche complètement. Et donc, on est là-dedans, effectivement. Et nous, sur les réseaux sociaux, on reçoit des insultes, ouais, des insultes, des. Mais en fait, le problème, c'est pas l'insulte qui est gênante ou se faire attaquer, c'est que là, j'ai reçu une lettre à la mairie de Bordeaux, une lettre écrite, pas anonyme, d'un mec ultra raciste, nostalgique de la colonie algérienne, Ah ouais. euh, mais vraiment, mais d'une violence inouïe. Mais en fait, la véritable violence, elle n'est pas contre moi qui suis l'ami des Arabes, l'ami des. Je sais plus comment il dit ça. En fait, c'est le racisme. Il y a un racisme, une violence raciste. En fait, le plus dur, c'est pas moi qui le reçois, c'est comment il parle des Arabes ou des Noirs, des immigrés, des réfugiés. Et donc, c'est là où c'est hyper flippant. C'est qu'en fait, des gens peuvent écrire une lettre signée avec leur adresse et insulter comme ça. Et donc, on a des exemples, on en a plusieurs exemples comme ça. Donc, ça, c'est hyper inquiétant et ça montre oui, effectivement où on en est aujourd'hui et dans une sorte de bascule qui est en train de se faire. Et donc, voilà. Donc, après, c'est comment on riposte à ça, comment on retourne un peu la situation. Ça c'est pas simple. Mais en tout cas, voilà, on peut en tout cas voir comment les choses évoluent de manière très inquiétante et on espère bien un sursaut, quoi. Et justement, comment toi, avec ton vécu, t'es ouvrier, tu viens des classes populaires, comment tu analyses qu'autant de gens qui viennent de milieux comme le tien
votent objectivement contre leurs intérêts en donnant leur voix à des héritiers des banquiers millionnaires, racistes, discriminants. Qu'est-ce qu'on rate à gauche pour récupérer ces gens-là? Ça, c'est difficile parce que, il y a un côté qui nous dépasse quand même, hein. On est un peu désemparé. Enfin, moi, des fois, enfin, on peut comprendre ce qui se passe et en même temps, on peut ne pas le comprendre, quoi. Enfin, est-ce qu'on est en capacité d'expliquer le phénomène? Et si vraiment on était en capacité de l'expliquer ou si vraiment on comprenait, je pense qu'on aurait des moyens de riposter à ça. Or, aujourd'hui, on se retrouve un petit peu comme des cons à subir une sorte d'évolution de la société vers les idées réactionnaires, le racisme sous toutes ses formes, et puis les violences discriminantes sous toutes ses formes. Et on a un sentiment d'impuissance. Et cette impuissance-là, elle est liée certainement quelque part à quelque chose qu'on ne comprend pas ou qu'on n'arrive pas à gérer. Enfin, on peut imaginer ça parce que je pense que si on comprenait, on pourrait riposter. Et voilà. Et là, on est un peu, enfin, moi, je trouve qu'on a une sorte de résignation quelque part parce qu'on se dit, ben, de toute façon, ça finira bien par arriver. L'extrême droite arrivera bien au pouvoir. Et surtout qu'on a des exemples dans d'autres pays. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a une urgence. Alors, il y a pas mal de bouquins, évidemment, d'universitaires, de sociologues, de politologues qui essaient d'analyser justement le vote extrême droite. Pourquoi des milieux populaires? Pourquoi des gens très pauvres? Pourquoi des gens dans la merde? Pourquoi des gens qui auraient tout pour en vouloir au système, qui auraient tout pour en vouloir au patron, qui aurait tout, comme cette personne aux États-Unis qui a flingué un patron d'une société d'assurance maladie. Il y aurait tout pour que ça dégénère comme ça, c'est-à-dire enfin une vraie guerre de classe, c'est-à-dire vous mettez dans la merde, piller, vous nous exploitez, et à un moment donné, il va falloir qu'on règle nos comptes. Et c'est que les gens ils se retournent vers leurs voisins plus pauvres, vers l'immigré, le réfugié, vers l'handicapé, vers le chômeur, vers la femme. Enfin, toi, la violence se retrouve comme ça. Et c'est vrai que c'est hyper flippant que ça se passe comme ça. Alors, on peut le comprendre d'un point de vue intellectuel. Voilà, les oppresseurs, ils arrivent à diviser les opprimés, ils arrivent à faire en sorte que les opprimés se mangent entre eux et c'est divisé pour régner. Bon, ça, on peut le comprendre, mais bon, c'est si dit quand même, quoi. Il y a quelque chose qui nous dépasse. Heureusement qu'il y a quelques moments comme la révolte des Kanaks aujourd'hui contre l'ordre colonial français ou les mobilisations aussi en Martinique contre le pillage du colonialisme français, la pauvreté, les inégalités sociales. Heureusement qu'il y a des choses comme ça qui se passent où aujourd'hui les images un peu réjouissantes, même si elles sont pleines d'inquiétudes, ce qui se passe en Syrie avec la chute du dictateur Assad, où il y a des mobilisations populaires, où, heureusement qu'il y a des moments comme ça qui font un peu redonner confiance et espoir, mais c'est vrai que sinon, globalement, ce monde envahi d'idées réac, haineuses, hostiles envers les autres, ça nous dépasse en réalité quand même. Comment l'humanité peut être aussi détestable? Hmm. Comment on peut accepter, subir autant de saloperies? Bon, ça fait poser question quand même. Parles des Kanaks, tu parles des révoltes sociales et tu as fait aussi mention de ce qui s'est passé aux États-Unis récemment avec un milliardaire qui a été tué. Et je trouve que c'est intéressant parce que c'est une espèce d'acte qui est clairement politique, qui rappelle ce qui pouvait se passer à l'époque d'Action Ouais. Directe ou quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. Et on voit que c'est repris sur les réseaux sociaux, ce qui paraît. C'est surprenant quoi, dans l'air du temps de voir des gens qui font des chansons sur un meurtre et tout. Parce qu'en fait, ça symbolise une forme de violence sociale inouïe qui d'un coup est apparue et a été mis au jour à tous, à savoir le système privatisé de santé états-unien. Et du coup, évidemment, si on disait ça sur un plateau télé, on nous dirait, mon Dieu, vous faites l'apologie du meurtre ou je sais pas quoi, etc. Et c'est pour ça que j'ai envie de te poser la question, mais comment tu te situes, toi, par rapport à la question de la violence politique? Je sais que vous avez eu des problèmes aussi au NPA par rapport à ce qui a pu être dit au moment de ce qui s'est passé, je crois que c'était le 7 octobre. Ouais. Donc, comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à la question de la violence politique qui, sur laquelle je crois que toi, tu n'as pas la même position que beaucoup d'autres partis de gauche, et notamment du NFP? Bah oui, c'est une question qui est difficile ou délicate, qui est malheureusement quasiment pas abordée dans les milieux militants. Et donc, même dans le NPA, on n'est pas évidemment exactement sur la même façon de voir les choses ou la même façon de dire les choses, parce que des mots, un mot, on est prudent, hein.
Dès qu'on dit un mot, effectivement, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on fait un appel à la violence, un appel à prendre les armes aujourd'hui? Enfin voilà, donc on n'en est pas là. Mais ceci dit, il faut qu'on réfléchisse à ça. Et la violence, il faut qu'on s'en empare de ce sujet-là. Il faut que, parce que de toute façon, elle est là, la violence. On l'a subie encore une fois dans la lutte contre les méga-bassines, la lutte contre la 69. Enfin, il y a une violence terrible, hein, des forces de répression. La violence est subie par les femmes, par les homosexuels, par les LGBTI au quotidien, pas que de l'extrême droite. Hein, il y a des paroles, il y a des actes dégueulasses au quotidien. La violence, c'est le chômage, c'est la précarité, c'est le mal logement, c'est le fait de ne pas pouvoir manger, c'est le fait de ne pas avoir accès aux soins. Enfin, on est dans un monde ultra violent. Donc, et du coup, et toute cette violence-là, on peut l'expliquer. C'est la violence d'un monde profondément injuste, inégalitaire, qui repose sur donc l'exploitation des plus pauvres, enfin de la majorité de la population. Donc, une fois qu'on est confronté à cette violence-là, comment on en discute, comment on s'en défend, ou on s'en protège? Et moi, je pense, mais on est nombreux à penser qu'il faut discuter on est en légitime défense. Donc, qu'est-ce que ça veut Hmm. dire, hein, en situation de légitime défense? Ça veut dire à un moment donné, oui, dans une manif, quand on est agressé par la police, ben, il va falloir qu'on se réorganise et qu'on réponde à des coups et qu'on réponde quand on sera en mesure d'y répondre, parce qu'il s'agit aussi de rediscuter de comment on peut défendre une manifestation aujourd'hui où de plus en plus le droit à la contestation est remis en cause. Il y a ça. Et puis, ouais, enfin, à tous les niveaux, quoi. Donc, du coup, nous, on est plutôt sur l'idée que la violence des révoltés, elle est justifiée et il faut qu'on en discute. Nous, là, quand les jeunes dans les quartiers populaires explosent leur colère à un moment donné, pendant quelques nuits, ils vont péter les abris de bus, ils vont même des fois brûler le devant d'une école et tout ça, et bien, on ne fait pas partie de ceux qui dénoncent ça. Ça ne veut pas dire qu'on est hyper content, machin, mais quelque part, si, quand même. C'est ça qui est bizarre. Moi, quand il y a des jeunes qui font ça dans les quartiers populaires, je dis les jeunes, c'est surtout les jeunes, hein, et bien, ça me fait un bien fou. Enfin, ben ouais, parce que j'avais tweeté en disant quel joli feu d'artifice. Et ça avait scandalisé tous les réacs, évidemment, mais y compris une partie de la gauche. Mais c'est bizarre ce qui se passe, c'est qu'en fait, pour moi, c'est une sorte de dignité qui est retrouvée. Ils se mettent en colère, mais comme ils n'ont pas, les jeunes n'ont pas d'autres modes d'expression en réalité. Leur seule expression pour faire du bruit, pour se faire entendre, pour exister, c'est finalement casser les choses. Il y a pas d'autre solution en réalité. Ça sert à rien de leur faire la leçon, ça sert à rien de leur dire mais c'est mal ce que vous faites, ça sert strictement à rien. Ils n'ont pas d'autre solution ou elles n'ont pas d'autre solution. Et donc moi, ça me touche. Ça me touche parce que c'est l'expression de la souffrance, c'est l'expression d'une oppression terrible, un mélange d'oppression sociale et raciale. Pour moi, enfin, c'est chouette quand il se passe ça. Et même à un autre niveau, quand les Kanaks se révoltent, ils font des barrages, ils vont péter même, y compris, ils vont brûler des entreprises parce que la colère, elle est là, parce qu'ils sont de toute façon surexploités et victimes d'un racisme colonial incroyable. Eh bien, c'est chouette. C'est ça. Il faut que, voilà. Après, il faut que ça s'organise et tout ça. Mais voilà. Ou quand il y a même les jeunes dans les manifs, les Black Blocs, ben ouais, ben moi, quand je les vois, ben je considère qu'ils jouent un rôle utile parce qu'il y en a ras-le-bol de cette société. Et donc, oui, toutes ces questions de violence, il faut plus c'est collectif, plus c'est pris en main par les milieux militants, mais par les organisations, mieux ce sera. Parce qu'on ne voudrait pas que ce soit des petits bouts qui fassent un peu n'importe quoi. Donc, il y a besoin d'en discuter, il y a besoin d'organiser. Mais la- quand on voit les Macron, les Darmanin, les Retailleau, comment ils parlent des jeunes dans les quartiers populaires, des immigrés, des réfugiés, comment ils parlent des grévistes, comment ils parlent des écolos à méga bassine. S'ils ont le droit de parler comme ça, s'ils ont le droit d'envoyer l'armée, s'ils ont le droit de tirer à coups de LBD, à lancer des grenades, ben, à un moment donné, nous aussi, on a un droit à la violence, on a un droit à la réponse. Alors voilà, Hmm. maintenant, la chose qui est difficile pour nous, c'est qu'on a besoin de l'organiser parce qu'on n'a pas envie de se faire trucider non plus. On est dans un rapport de force hyper défavorable. Mais voilà, il y a un droit à l'émeute, en fait. Il y a un droit à la révolte, à la violence de notre côté. Le droit à la violence peut pas être que d'un côté. Il peut pas être que du côté des oppresseurs. Il peut pas être que du côté des dominants. C'est pas possible. Nous, on a ce droit-là. Maintenant, c'est plus compliqué parce qu'on n'est pas outillé et on n'est pas organisé. Mais en tout cas, moi, je pense que l'objectif, c'est de s'organiser, de s'outiller et d'en venir à un moment donné, oui, effectivement, à des luttes beaucoup plus dures, beaucoup plus radicales.
Mais comme aujourd'hui, évidemment que les populations syriennes, les Kurdes, ils ont le droit, il faut le revendiquer, ils ont le droit de mener une lutte armée pour se défendre leurs droits, pour se défendre contre le colonialisme, contre les oppressions. On ne peut pas, nous, juger ça en disant ils sont violents, on va les mettre dans des listes noires terroristes et tout ça. Il ne faut pas confondre. Hein. Le terrorisme, c'est un problème politique très grave, mais la lutte armée des peuples pour défendre leurs droits, leur émancipation, elle est légitime. Et c'est vrai que c'est ces discussions-là qu'on a besoin d'avoir. Et des fois, on se fait attaquer parce qu'on est traité de violent à partir du moment où on revendique, où on justifie en tout cas cette sorte de violence des opprimés. J'ai vu dans le chat beaucoup de personnes qui se posent la question, finalement, qui sont pas tant choquées par le discours sur l'autodéfense qu'ils entendent et qui comprennent, mais qui disent est-ce que ça va pas se retourner contre nous? Est-ce que ça va pas être justement utilisé par l'ordre bourgeois pour justifier de restreindre les libertés, mettre l'état Ouais, d'urgence, ouais. etc., etc. Et est-ce que c'est pas voilà, une arme à double tranchant? Ben si, si. Mais après, on peut se rassurer, hein, enfin se rassurer. On peut se dire que de toute façon, même si on bouge pas, on est écrasé. On peut même, l'exemple du nazisme, le nazisme est allé au fond de ces massacres, de ces saloperies, même face à des peuples qui ne résistaient pas plus que ça. Mm. Donc la barbarie ou la violence de la société, elle n'est pas forcément liée à la résistance qu'il peut y avoir. Maintenant, c'est vrai que quand il y a résistance, et on le voit avec ce qui se passe en Kanaki, euh, le réveil du peuple kanak, les barrages, les occupations et les manifestations, elles ont révélé en tout cas le rapport colonial. Et Macron s'est de suite positionné pour muscler la répression. Et c'est vrai, donc là on voit la réponse du dominant qui veut Mm. défendre son ordre et qui va être encore plus violent. Mais ceci dit, la violence était là de toute façon. La violence était là parce que la misère sociale existait pour les Kanaks. Il y avait une violence raciste au quotidien. Les gendarmeries étaient là de toute façon. Ils se permettaient de faire des lois en remettant en cause les quotas électoraux, enfin, qui a déclenché en fait la révolte. Donc du coup, la violence, elle est là de toute façon. Donc, mais ceci dit, c'est vrai que c'est pas si simple que ça, et c'est pour ça qu'il faut qu'on discute de ce rapport à la violence, comment on s'y prépare, comment on l'organise, qu'est-ce qu'on entend par violence. Il y a Andreas Malm, là, je sais plus s'il est sociologue ou qui écrit des bouquins, là, Comment saboter un pipeline, surtout en ce qui concerne la lutte environnementale, où lui, moi j'ai trouvé ça super parce qu'au moins il en parle et il assume ce besoin, cette nécessité de violence, mais il distingue une violence contre les matières, contre les objets, et pas une violence sur les personnes. Mais il discute de l'intérêt, de l'importance qu'il y a d'aller vers l'organisation de luttes violentes, radicales. Mais au moins, il pose le problème, et on a au moins besoin de ça. Et après, est-ce Mm. que ça va provoquer, est-ce que ça va intensifier la répression, est-ce que ça va intensifier l'exploitation? Ben, momentanément, c'est possible, mais globalement, non. On est de toute façon dans une société qui écrase. Et si on ne se défend pas, on se fait écraser de plus en plus. Et parce que le problème de l'ordre, enfin, des possédants, c'est que leur ordre, ils tiennent la route. S'ils voient que ça se fragilise et que ça peut provoquer, c'est même pas sûr qu'il y en ait, mais des révoltes, eh bien, ils vont de toute façon muscler les rapports. Mm. Enfin, en tout cas, nous, on pense que ça mérite discussion et la plus large possible. Et c'est vrai que ça mérite d'être très prudent sur ces choses-là, de voir l'histoire et de voir mais de pas se tromper sur le rapport de force, parce que si J'ai on se l'impression trompe que ce sur que tu dis, au fond, c'est ça, c'est qu'il y a un rapport de force violent déjà en place, dont on subit la violence de manière ordinaire, au point qu'on s'est désensibilisé à elle, d'une manière où, quand des gens meurent en manif, ça nous choque même plus. Enfin, je veux dire, sous la Macronie, des gens ont été tués en manifestation, des gens ont perdu des yeux, des mains. On parle même pas des politiques racistes qu'il y a aujourd'hui par rapport aux exilés qui font que il y a plus de bateaux de sauvetage qui circulent en Méditerranée et c'est des milliers de personnes qui meurent noyées chaque année. C'est des morts manifestes d'un système raciste, d'un système discriminant et violent. Et dans ce rapport de force-là, enfin, moi, ce que je retiens de ton discours, c'est pas tant soyez violents que, en fait, il y a une violence militante qui va avoir nécessité à exister et qui existe de fait. Hein. Dans les manifs, par exemple, s'il y a personne pour prendre la tête de cortège, on se fait massacrer en 5 minutes, comme ça nous est arrivé tant de fois. Il y a, par exemple, sous Hollande, pendant les manifs écolos et tout, où, personne n'était prêt au nassage. Et quand c'est arrivé les premières fois, on s'est fait massacrer, quoi.
Et du coup, ce qui manque en fait au final, c'est une vraie discussion, une vraie conversation à ce sujet-là et arrêter d'en faire un tabou militant. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu Ouais, ouais. c'était un peu ça que tu voulais dire, sans Ouais, moi je euphémiser ton pense propos. ouais, ça fait partie forcément des discussions qu'on a besoin d'avoir. Ça fait partie des scénarios, des stratégies. Ça fait partie. On peut pas l'exclure. Il faut pas l'exclure. Et on est sous pression évidemment parce que en réalité on est le mouvement ouvrier globalement, le mouvement social a toujours été plutôt pacifiste à juste titre et très sensible à ces questions de violence. En tout cas en les rejetant bien souvent. On peut se le dire, on est souvent trop gentil en fait. On est très gentil vu ce qu'on nous fait payer, vu ce qu'on subit, quelle gentillesse du côté du mouvement ouvrier ou du mouvement social en général, du côté des peuples. Donc, ça ne veut pas dire que nous, on est pour que tout pète n'importe comment, mais c'est obligé que cette question se pose à nous et il en va de la survie de plein de gens aussi. Il faut qu'on résiste, il faut qu'on se protège, il faut qu'il y ait une autogestion de ces formes de lutte-là. Et plus c'est partagé, plus c'est discuté, mieux ce sera. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui. On a besoin de se coordonner avec les jeunes Black Bloc dans les manifs, par exemple. Alors, même si des fois on peut leur reprocher à eux de pas trop chercher à discuter avec le reste, mais comment en fait le mouvement social peut mettre en place une organisation qui intègre à la fois une forme plus violente et une forme plus pacifique. C'est ce qui s'est passé au Méga Bassine, hein, où il y avait une frange radicale il y avait trois parcours. Hein, un parcours qui était censé être aller au carton avec les flics, et puis deux autres parcours qui étaient censés arriver sur le chantier. Et je parle pas de la dernière, je parle de l'autre avant. Hein, la dernière qui a été très très dure, hein, puisque c'est là où il y a eu deux jeunes qui ont failli mourir. Hein. Mais donc voilà, donc il y a des stratégies et c'était bien parce qu'en fait il y avait quand même malgré tout une entente, une coopération et une stratégie, en n'étant pas naïf sur le fait qu'en face on avait une armée qui était prête à en découdre. Et donc comment on contourne ça? Et ça, c'est intéressant à discuter. Il faut qu'on le développe. Il faut qu'on voit avec des franges plus radicales, comme avec bah, c'est pas toujours plus radical, mais enfin, du point de vue des formes de lutte, entre extinction, rébellion ou les soulèvements de la terre, tout ça. En fait, il faut arriver à aussi à voir que la radicalité, c'est pas que de la violence, mais quel lien il y a entre une forme de lutte violente, la radicalité dans la lutte, comment tout ça, ça se construit. Il faut qu'on en discute et même il faut qu'on en discute ouvertement. Il faut que les possédants, ils sachent que nous, on réfléchit à ça et que on n'a pas envie de se laisser faire, on n'a pas envie de se faire écraser, on n'a pas envie de se faire tirer dessus comme ça, comme des lapins à la chasse. Donc voilà, donc moi je pense que c'est surtout ça, c'est ce besoin qu'on a à la fois d'assumer la discussion et même des perspectives de révolte. Oui, puis sachant que dans la violence, enfin, si on est honnête, enfin, on a quand même l'extrême droite qui a tué 5 personnes en 2022, des attentats chaque année. Ça, c'est une violence inouïe qui n'est jamais qualifiée comme telle. Le NPA, vous avez récemment eu, je crois, une enquête pour apologie du Ouais. terrorisme. Je suis quand même très choqué que vous ayez ça sur un communiqué de presse, alors que le RN n'a jamais eu d'enquête, à ma connaissance, aujourd'hui par l'antiterrorisme, quand bien même des représentants du Rassemblement national ont participé factuellement à des attentats, des gens comme Claude Sinquet qui a attaqué la mosquée de Bayonne et qui avait été investi par le Rassemblement Ouais. national dans des élections locales, des gens comme Claude Herman, Sébastien Dudognon, etc., etc. Donc on voit qu'il y a quand même un peu un deux poids, deux mesures. Comment tu l'analyses, ce deux poids, deux mesures qui fait que la gauche est toujours renvoyée à la violence, que vous vous retrouviez aujourd'hui sous la menace de l'antiterrorisme, alors que en face, on a des partis en fait, qui sont liés clairement à des attentats et qui, eux, sont oubliés par la justice. Ouais, mais ça fait partie un peu de l'ambiance générale, comment tout s'inverse en fait. Le violent, c'est le révolté qui cherche à survivre et c'est pas l'oppresseur. Effectivement, c'est forcément parmi les gens qui contestent le système, entre la guerre coloniale israélienne qui massacre les Gazaouis, les violents, ça reste le Hamas. Qui certes prend des formes de lutte violente, mais le Hamas, il répond, nous on défend pas le Hamas, on n'est pas fondamentaliste, on n'est pas dans l'idéologie du Hamas, pas du tout. Mais le Hamas, en réalité, il répond à une guerre coloniale, à une oppression coloniale de l'État d'Israël. Donc, en fait, la première des violences, c'est quand même l'État d'Israël. Mais c'est vrai que tout s'inverse. C'est comme si le problème venait du Hamas. Le Hamas, c'est le produit d'une situation dégueulasse. C'est le produit d'une situation, d'un rapport de guerre permanent depuis plus de 70 ans. Et
c'est pour ça que nous, de ce point de vue-là, on justifie la résistance du peuple palestinien et on reconnaît la légitimité du peuple palestinien à se battre militairement. Maintenant, c'est pas pour ça qu'on défend les méthodes du Hamas. Mais oui, on est pris dans cette discussion-là. Et en fait, dès qu'on discute de formes violentes de résistance, mais Mandela, c'était ça aussi à l'époque de la lutte contre l'apartheid, donc du coup, c'est de suite eux qui deviennent les responsables de la situation, de la violence qui existe dans la société. Donc ça, c'est le problème auquel on est confronté. Il faut qu'on se dégage de ça. Mais c'est lié aussi à toute cette gauche-là qui est aujourd'hui hyper institutionnelle, qui va toujours se réfugier, qui est à la fois, qui va dénoncer la Constitution qui n'est pas démocratique, le 49-3 et tout ça, puis qui en même temps n'arrive pas à se dépatouiller de ça, il va toujours se réfugier là-dedans. Et tout ça pour éviter l'autre solution qui est celle, encore une fois, d'un combat politique et social de la part des opprimés pour changer profondément les choses. Donc on est là-dedans, quoi. Comment on arrive à être à l'aise avec ça, comment on arrive à assumer. Et c'est vrai, c'est ce que tu dis, c'est quand en face on a le discours violent et les actes violents qui suivent ces discours violents de tous les réacs, des Zemmour et compagnie. Mais on le voit là où c'est le plus dur quand même en ce moment, c'est les milices blanches de Nouvelle-Calédonie qui assassinent des jeunes Kanaks. Et ils sont pas en prison, ils sont identifiés. Les gens qui tirent, ils ont des armes, ils justifient, ils en appellent même à tirer sur les sauvages Kanaks qui se révoltent. Et il n'y a pas de sanctions ni judiciaires ni rien du tout. Donc ça, c'est quand même hyper flippant. Donc la violence, elle est effectivement bien là, elle est bien visible. Et donc à nous après c'est un rapport de force politique. Hein, c'est comment on arrive à combattre ça et puis du coup en réponse à justifier aussi que nous on a intérêt à se défendre donc voilà, il faut faire face à ces pressions là quoi. Alors après on peut en venir à la discussion de est-ce qu'il faut tuer les patrons et revenir mais là aussi mais il faudrait qu'on en discute. Moi je dis pas qu'il faut pas, on n'est pas pour, nous on est pour un mouvement social qui s'organise, on est pour une lutte collective, on est pour séquestrer un patron à la limite, tu vois, on est pour bloquer une usine et, enfin avoir toutes les formes de lutte qui sont aujourd'hui pas légales. Mais évidemment, l'assassinat, c'est un peu autre chose. Mais par contre, c'est évident que quand une personne tue, comme c'est arrivé aux États-Unis, ça rappelle Action Directe qui avait tué un dirigeant de Renault. Ça rappelle aussi d'autres périodes du mouvement ouvrier, ou même il n'y a pas si longtemps que ça, c'était en Inde, je crois, où il y a eu des patrons assassinés dans des révoltes, dans des situations de misère dingues. Donc c'est sûr que là, ça donne un côté très aigu à la lutte des classes, et on se dit qu'il y a un moment donné, oui, ça peut déboucher, mais c'est là aussi, ça montre quelque part l'impuissance du mouvement social, c'est qu'on en vient à des actes de colère ou de révolte individuelle qui va venir à tuer un salopard, hein, parce que là, pour le coup, ce sont des salopards qui ont quand même une grande part de responsabilité dans la situation. Mais c'est vrai que c'est pour ça que ça montre toute l'importance qu'il y a à nous de discuter le plus collectivement possible de ces questions-là. Et, parce que la personne qui a tué le patron aux États-Unis va se retrouver en prison. C'est dommage pour lui, quoi. Et, Et puis, ce que on ça aurait montre pu. aussi, c'est que ça crée un. En fait, s'il n'y a pas de mouvements sociaux comme celui du NPA, comme celui d'une gauche radicale, Et en fait, ce qui ouais, reste, c'est du désespoir. C'est des ben actes oui, Et le désespoir, c'est des actes désespérés, comme un type qui prend un ah, pistolet et qui tue tout quelqu'un, à fait. parce que la Ouais, lutte des classes peut plus avoir d'autre forme que ça. ben Et ouais. du coup, vous incarnez une alternative. On peut vous accuser de tout ce que vous voulez, mais en réalité, c'est aussi, enfin, socialement, c'est donne la possibilité aux gens de vivre et de croire en quelque chose d'autre que son flingue, quoi. Enfin, je sais pas comment dire Ben ça ouais, mais autrement. c'est un peu toute proportion gardée ce qui se passe dans les quartiers populaires. Le désespoir, à un moment donné, va déclencher des révoltes où les jeunes vont péter les trucs et se servir dans les magasins. Et ça montre, ça révèle en tout cas à la fois la souffrance et puis le manque de perspectives politiques, quoi, enfin de Hmm. comment faire, comment s'en sortir et la déconnexion qu'il peut y avoir entre cette jeunesse opprimée dans les quartiers et le reste du mouvement social et où on peut voir comment la gauche politique, elle est complètement étrangère à ce que subissent la fraction la plus pauvre de la population et qui est, comme par hasard, celle qui est issue des colonies, qui est aujourd'hui victime de racisme. Donc il y a un problème aussi de comment on reconstruit une véritable gauche politique Hmm. qui soit internationaliste, antiraciste et qui englobe toutes les oppressions et qui permettent à ce qu'on soit réceptif et réactif et qu'on puisse agir. Là, quand il y a les révoltes dans les cités, malheureusement, elle est où la gauche?
Mm. Moi, je suis élu à la métropole à Bordeaux. C'était incroyable de voir comment la gauche et la droite ont ensemble dénoncé les jeunes. Parce que dans les cités à Bordeaux, il y a eu aussi des mortiers, des incendies et tout ça. Et tous, ensemble, ils ont dit, ah, ils étaient révoltés contre ces jeunes qui cassaient tout et tout ça. Et quand moi, j'ai soutenu les émeutes des jeunes à Bordeaux, ils m'ont dit, j'ai rien à faire dans l'enceinte républicaine. Donc, même la gauche, elle est incapable d'empathie, de sympathie, de solidarité envers une jeunesse qui, pourtant, c'est flagrant, a toute légitimité pour faire exploser sa révolte. Donc, il y a vraiment un problème de construire des outils militants qui nous permettent d'englober tout ça et de refaire du lien et de redonner de la force à notre camp social. Et peut-être que, de toute façon, plus on sera nombreux, plus on sera fort, moins on aura besoin de la violence. C'est ça aussi. Mm. C'est l'histoire d'un rapport de force. Mais en tout cas, on en aura besoin, ça c'est sûr. Et sur la question peut-être, après on va s'arrêter parce qu'on arrive sur la fin, mais il y a une question que je trouve intéressante qui est que bah, toi, tu es dans les luttes et dans le militantisme depuis pas mal d'années maintenant. Et ces dernières années, on voit émerger justement beaucoup la question intersectionnelle, la question du racisme, du sexisme, de la LGBT-phobie, que tu as beaucoup évoqué dans la discussion depuis tout à l'heure. Mais on voit qu'il y a une certaine gauche qui dit que non, mais c'est pas de ça qu'il faut parler, finalement. Basiquement François Ruffin, quoi. Oui, ah, ils nous font un peu chier avec leurs histoires de trans, de ci, de ça. Ça embête les gens, c'est pas de ça qu'ils veulent qu'on parle. Comment est-ce que toi, tu vois la chose et pourquoi justement, en fait, peut-être pour toi, c'est essentiel d'aller plutôt dans la direction de l'intersectionnalité que dans ah, on va aller draguer le facho pas fâché ou le fâché facho de service. Bah, ça, c'est fondamental d'arriver à se lier à toutes les révoltes, toutes les colères contre toutes les formes d'oppression. À partir du moment où il y a le sentiment d'être opprimé ou d'être victime d'une domination, ben oui, il faut se solidariser de ces résistances-là. Nous, on pense qu'il n'y a pas que la lutte des classes au sens réduit du terme, parce qu'en fait, ça peut se décliner à partir de la lutte des classes, tout ça. Mais il y a la lutte des classes, évidemment, le rapport patron-ouvrier, l'exploitation, la plus-value, les bas salaires, les conditions de travail, tout ça, les licenciements, voilà, ok, il y a cette partie-là, mais tout ce qui est autour. Et effectivement, il y a le racisme, il y a le patriarcat, il y a l'homophobie, puis la LGBT-phobie. C'est des réalités, quoi, des gens qui sont opprimés parce qu'ils sont un peu différents, parce qu'on est, on n'est pas tous exactement sur la même longueur d'onde. Donc nous, on est pour englober tous ces combats-là, évidemment. Et heureusement d'ailleurs qu'il y a notamment la jeunesse aujourd'hui qui est vachement impliquée dans les luttes LGBTI, par exemple, ou même les luttes féministes. Heureusement qu'il y a ces luttes-là parce que ça secoue aussi. Ça permet de faire rendre compte à des tas de gens qui sont pas victimes directement et qui le voient pas forcément et puis qui voient en fait en réalité si il y a une urgence aujourd'hui. C'est pas pour demain, c'est pas une fois qu'on aura fait la révolution qu'on réglera ces problèmes-là. C'est qu'on a intérêt à prendre en main, enfin, à le prendre, enfin, s'en occuper, quoi, aujourd'hui. Et donc, oui, ça fait partie de ces luttes qu'il faut mener au même titre que la lutte contre le patron, pour nos salaires ou pour la défense des services publics. Donc, nous, on est convaincus de ça. La solidarité, évidemment, avec les réfugiés, c'est fondamental. On ne peut pas construire un monde solidaire si on n'est pas dans ces combats-là aujourd'hui. Et donc, oui, évidemment, toute cette jeunesse, même dans les facs, là, tous ces jeunes qui gueulent à juste titre contre la façon dont ils sont traités, la question alimentaire, la question de la santé mentale, la question de toute cette concurrence qui écrase aussi cette jeunesse-là. Donc il faut et donc la question du validisme, de l'anti-validisme, c'est ces combats-là évidemment qu'il faut être là-dedans et d'écouter et de relayer. Après, il y a la question de la souffrance animale aussi. Ça fait partie des sujets aujourd'hui qui prennent de plus en plus de place. Et c'est chouette heureusement qu'il y a des associations, des organismes, des militants ou des militantes qui sont dans des combats, y compris radicaux, sur ces questions-là, parce que ça permet de bousculer aussi les consciences, de nous réveiller à nous. On peut militer depuis 30, 40 ans et se dire, ah mais ouais, mais c'est vrai ça. On s'en est jamais trop occupé ou pas du tout des fois, et heureusement. Et donc, oui, il faut être reconnaissant aussi de tous ces milieux qui osent défendre des choses qui sont pas si simples que ça. Hein. Des fois, on leur dit, mais non, mais c'est pas grave, il y a ça d'abord. Ben non, non, il n'y a pas ça d'abord, il n'y a rien d'abord. En fait, il faut arriver et c'est non, moi je trouve que c'est chouette aujourd'hui. C'est le côté très positif, je pense, des luttes qu'il y a en ce moment, c'est qu'il y a plein de choses qui surgissent et qui remettent en question. Voilà. Et mais ça, c'est remis en question. Les vieux préjugés ou les vieilles conceptions sont remises en question parce qu'il y a cette explosion de révolte, de colère, de mobilisation et qui permet de remettre en bon ordre des choses toutes ces questions-là, quoi. Donc nous, on est pour le, ouais. C'est bien. Et même de la même manière, ça c'est une autre chose, mais euh,
sur la question, nous, on est internationaliste. Nous, on pense que c'est la solidarité entre les peuples, c'est la lutte de tous les peuples contre les exploiteurs capitalistes. Mais en même temps, on est pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ce qui peut apparaître comme une contradiction. La population ukrainienne est victime des bombardements de la Russie. Ben, nous, on est pour que la population ukrainienne se défende même militairement pour sauvegarder son pays et pour garder ses droits à l'indépendance. Et on nous dit maintenant, ben là, ça se contredit, on ne peut pas être internationaliste pour l'ouverture des frontières et en même temps revendiquer le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et donc la défense de frontières nationales. Et nous, on part du principe, c'est pareil, à partir du moment où une population, un peuple se sent opprimé ou se sent la nécessité de résister à une invasion, à une oppression, et donc parle de sentiment national, ben nous, on pense qu'il faut le respecter, il faut le revendiquer, et donc on est solidaire de toutes les luttes aussi émancipatrices, de toutes les luttes nationales. Et, ça passe évidemment du droit du peuple palestinien à sa propre autonomie, à ses propres droits, mais c'est la question ukrainienne, c'est la question, y compris en France, des Corses, des Bretons, des Basques. Nous, on est pour. Et ça part de ce principe-là, en fait. Il y a une réalité, il y a une oppression, il y a un sentiment d'oppression, et quand il y a un sentiment d'oppression, ben, quelque part, il y a une oppression de toute façon. Et donc, nous, on est pour prendre en compte ces oppressions-là et se solidariser avec les combats et de voir comment tout ça, ça peut rentrer dans un combat global contre le système capitaliste. Et puis je trouve qu'il y a un truc intéressant là-dedans, c'est aussi de rappeler que souvent on renvoie à l'idée de défendre ce qu'on appelle les minorités, quelque chose en mode ah c'est la dictature des minorités, c'est Ah du ouais, coup ouais, on ouais. parle plus de personnes, je sais pas quoi. En fait la majorité c'est enfin je reprends les mots de Gilles Deleuze, mais la majorité c'est un étalon vide. Enfin au bout d'un moment c'est quelque chose de complètement creux qui représente qui? Est-ce que c'est pas une minorité aussi des vieux mecs blancs bourgeois, citoyens des villes? Qui ont valides, qui ont hérité de tout, machin. Enfin, ces gens-là, en quoi sont-ils une majorité? Et je crois qu'on est plus nombreux à être minoritaires qu'ils ne sont majoritaires d'une certaine manière, quoi. Ouais, Et ouais, ouais, je ouais. trouve ça, je trouve que voilà, il y a une force à aller chercher dans ces luttes-là et beaucoup de choses à inventer. Et peut-être une question qui revenait là dans le chat que j'ai vu passer, c'est à un moment donné, comment est-ce qu'on fait pour mettre ensemble toutes ces luttes-là, sachant que en soi, en tant que personne, on n'est jamais parfait sur tout. On n'est pas, on peut pas être à la fois le parfait antivalidiste, le parfait féministe, le Ouais, ouais. parfait ci et ça. Comment toi tu gères ce côté-là où il faut, bah voilà, c'est beaucoup de choses à prendre en compte et parfois à apprendre aussi parce qu'on n'a pas toujours été éduqué là-dedans. Ben là, on est traversé par ces discussions-là dans le NPA, mais je pense que ça touche l'ensemble des organisations militantes ou même au-delà des organisations militantes. Voilà, l'actualité fait qu'on est bousculé de toute façon par toutes ces choses-là. Et c'est encore une fois parce qu'il y a des luttes, parce qu'il y a des résistances, parce qu'il y a des affirmations, parce qu'il y a des combats qui sont menés qui permettent justement de faire en sorte qu'on remette en cause des tas de choses, quoi. Donc on est là on est dans ces discussions-là. Et effectivement, on sait tous, enfin quand on est militant comme nous au NPA depuis des années, et puis les autres, on sait tous qu'on est le produit d'une société. Donc on a aussi quelque part les préjugés de ces sociétés-là. On a des comportements à la con. On n'a pas, il n'y a pas de miracle. On peut pas être un produit en dehors du système, en dehors de la société. On est le produit d'une séquence historique, d'une société. On est le produit de ce que des chaînes de télé peuvent aussi fabriquer à longueur d'heure de diffusion. Voilà. Donc comment on s'émancipe de ça? C'est pas simple. Il faut heureusement qu'on discute. Des fois on s'engueule et on s'engueule beaucoup au NPA aussi sur ces questions-là. Hein, comment on prend en compte la lutte antiraciste réellement, comment on prend en compte les luttes féministes, les luttes LGBTI, ou y compris même la question de la souffrance animale, tout ça, comment on arrive à intégrer réellement ça et ça veut dire qu'on discute, ça veut dire on se confronte et on essaie de s'améliorer, on essaie de faire au mieux et de construire des outils qui soient les plus adaptés possibles à la situation. Donc, mais c'est vrai qu'on est vraiment dans une période où il y a plein de remises en cause. C'est logique, hein, on est en train de toute façon, on se fait ramasser partout, on est en train de subir un monde de plus en plus violent. Donc, heureusement qu'il y a des remises en cause sur à la fois la façon de comment on peut riposter et puis comment on arrive à faire le lien avec des tas de luttes contre des oppressions différentes qui jusqu'à présent n'étaient pas forcément très bien prises en compte. Enfin, voilà. Donc, ça, je pense que c'est le côté positif de la situation, c'est qu'on est bousculé. Et maintenant, après, voilà, de tout ça, il faut absolument qu'on en sorte plus fort, quoi. Trop bien. Bah écoute, on est à la fin de la fin. J'ai l'habitude, un peu en question rituelle, pour terminer, de demander
Je sais pas si tu as un petit message d'espoir à faire passer aux gens, parce que souvent à gauche, c'est un peu la dépression, où on est un peu la sensation que tout est perdu d'avance. Et aussi après, si tu as peut-être quelque chose, une musique que tu écoutes, ou une chanson, ou un film, ou un truc comme ça, qui t'a mis de bonne humeur, qui t'a donné de la joie un peu ces derniers temps, si tu as quelque chose à nous recommander, ce serait cool. Merde, quand on me pose la question, j'oublie toujours tout ce que j'ai vu, lu. C'est bizarre dans ma tête, ça se bouscule. Et en fait, il y a plein de choses. Merde, le dernier film que j'ai vu. Bah, peut-être déjà un petit message d'espoir, comment toi tu gardes l'espoir, J'en sais rien. Des fois, j'ai pas d'espoir. Alors, donc, je sais pas comment dire. Des fois, tu sais, mais n'importe. Enfin, je suppose que ça arrive à n'importe qui. C'est qu'il y a des matins, on se lève ou on se couche ce soir et ça va pas. Enfin, on se dit, Mm. tiens, on n'y arrivera pas. Ou c'est. Enfin, c'est aussi vachement lié à l'actualité, quoi. Il y a des actualités qui sont quand même très démoralisantes. Et ce que je disais tout à l'heure, dès qu'il y a un truc, dès qu'il y a quelque part une lutte, une révolte, quelque chose qui se passe, ou un jour de manif et tout ça, ben, on va retrouver la pêche. Parce que même une manif pas grande, les manifs qu'on a vécu début décembre, elles n'étaient pas énormes sur la défense des services publics ou en tout cas de la fonction publique. Mais ceci dit, on se retrouve, on discute et donc du coup, on retrouve vite le moral le temps d'une manif. Mm. Et, même s'il pleut ou même s'il fait froid, enfin voilà, on est content, on se retrouve. C'est comme une AG, comme une réunion, voilà. Donc voilà, et puis le lendemain, bah, ça ira pas parce que on aura vu des tas de choses qui se passent, qui sont pas terribles. Donc c'est difficile. À partir du moment où on garde le moral quand même pour se battre, c'est déjà bien. Mais c'est vrai que moi, je peux pas. Enfin, je sais pas comment. C'est comment dire. Est-ce que on a envie de dire il faut pas lâcher, mais c'est facile à dire. On lâche rien. C'est même une chanson très connue de HK. Donc voilà. Mais en tout cas, j'espère bien que qu'il va se passer des choses positives dans la période qui vient. Et voilà. Ensuite, il y a plein de bouquins qui sont très enthousiasmants. Celui de Mona Chollet, enfin voilà, je dis ça, je l'ai lu il n'y a pas longtemps. Là, je lis Paul Rocher sur la police, c'est hyper bien. De ces sociologues ou ces politologues qui réfléchissent sur la fonction policière qui est, de toute façon, elle est impossible à réformer parce qu'elle est dans le système, elle est un outil de l'État et elle défend l'ordre, elle est là pour ça et elle ne fera jamais autre chose. Donc c'est intéressant qu'il y ait des réflexions comme ça. Et alors bon, c'est pas très rigolo parce que ça part de la question de la police et des violences policières, mais ceci dit, c'est quand même des fois enthousiasmant de voir qu'il y a des gens qui expliquent des choses et qui. Mm. Mais il y a plein de livres, il y a des romans, des tas de trucs. Enfin voilà, des films, des livres. Il y a plein. Là, ça se bouscule dans ma tête, donc je sais pas quoi dire, mais en tout cas, il y a plein de choses qui permettent de donner confiance aussi, quoi. Et heureusement qu'il y a des tas de choses qui se passent comme ça. Et puis voilà. Puis après, voilà, il y a les vies du quotidien. Et là, il y a des manifs encore. Il y a le jeudi 12. J'adore que tu soulignes ce côté, comment dire, collectif. En fait, moi, je trouve que on a des fois l'impression que c'est un sacerdoce d'être militant et tout, mais c'est vrai que quand tu te confrontes à une certaine lucidité sur le monde qui t'entoure et tout, des fois, tu vois les choses, ça peut être un peu lourd. Mais il y a aussi, moi, je trouve quelque chose d'incroyablement agréable et fort de partager des moments avec d'autres gens, Ben ouais, d'aller se revoir à la manif, d'aller se revoir dans une AG, d'aller se revoir dans une asso, et ce qu'on partage toutes et tous ensemble. Et ça, c'est pas pénible du tout, quoi. Enfin, moi, en tout cas, ouais, perso, je trouve, c'est des choses que, quand on est dedans, je dis pour encourager celles et ceux qui sont peut-être pas trop dans ces milieux ou qui hésitent et tout. En fait, quand on est dedans, en fait, on a aussi des très belles amitiés, des grandes histoires qui s'écrivent comme ça entre nous, des histoires humaines, quoi, à taille humaine, mais qui sont des grandes histoires pour nous. Ça, il y a quelque chose d'assez beau là-dedans, je trouve. ben ouais, là, par exemple, là, vendredi, je vais à Carcassonne retrouver les camarades du NPA. Où on essaie depuis la campagne législative parce il n'y avait pas de comité NPA à ce moment-là. Donc là, on en reconstruit un avec des camarades qui ont participé à la campagne. Donc on va passer un moment réunion repas le vendredi soir. Et le lendemain, le samedi, on fait avec le NFP dans le cadre justement de l'équipe de campagne large qu'on avait réussi à mettre en place. Eh bien, on fait un rassemblement, une sorte d'AG pour justement faire le point sur la situation, les perspectives. Et c'est des chouettes moments parce que ouais, c'est de la retrouvaille. Et puis c'est avec cette sorte de dynamique de dire, putain, mais comment, même si des fois on n'y croit plus trop, même si des fois on est un peu démoralisé, on lâche pas le truc quand on se dit, mais comment on peut avancer, comment on peut élargir l'équipe, comment on peut se faire entendre. Et puis en même temps, et on a une motivation, hein, c'est faire chier les fachos, c'est faire chier les macronistes, c'est montrer qu'on est là, qu'on existe, et puis qu'ils nous feront pas taire, quoi. Donc voilà, il y a et là, donc c'est des bons petits moments à vivre. Et puis je suppose que plein de gens vivent des moments comme ça où on se retrouve et où on sait que ben, un jour ou l'autre, on les aura. Bah, écoute, je crois que c'est un bon mot de la fin. Merci beaucoup, Philippe, d'avoir été avec nous. Merci pour cet échange. J'ajoute juste un petit truc, c'est un petit mot.
c'est Aline, je ne sais pas si elle est toujours en ligne. Oui. Elle m'a offert un livre de toi pendant la campagne, en juin, juillet. Et je ne l'ai toujours pas lu, il est à côté de mon lit. J'avais promis que je commencerais et puis je ne l'ai même pas encore fait. Mais bon, c'est pour Ouh. rassurer Aline et qu'à un moment donné, mais bon, il y a plein de bouquins dans tous les sens, j'essaie de mettre un ordre, mais je m'attacherai à le lire. Donc voilà, c'était pour peut-être la rassurer. Voilà, c'est un petit mot personnel, mais bon, c'est une camarade du NPA sur Carcassonne. Bah écoute, un énorme merci à Aline. Et j'en profite pour faire aussi un petit coucou à Anicia, qui est notre modératrice, dont c'est l'anniversaire. Donc, joyeux anniversaire à Anicia et merci d'être avec nous et de prendre du temps pour faire la modération. Et écoute, si jamais tu lis mon livre à l'occasion, reviens sur la chaîne, on en discutera. Je suis sûr qu'il y Voilà, aura on plein en de choses à en parlera, dire. ouais.